Sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi, sans courbette, l'émission à Racoy du mardi 1er octobre 2019 qui concerne la vie et l'œuvre. Pour la partie artistique, bien sûr, on a fini avec nos diatribes politiques. La vie de Willem Bastiaan Tolen. Voilà, ma camarade Piquet-Cou va vous faire un petit résumé de sa bio, de cet artiste, mais vraiment complètement inconnu en France. Il n'y a jamais eu une exposition de lui en France. Et merci à la Fondation Christania. Voilà, c'est sa première exposition en France, effectivement. Et cette fondation, c'est sa mission, en fait, c'est d'arriver à faire connaître en France des artistes qui nous sont encore inconnus. Mais il faut vraiment, cette fondation expose vraiment des personnes, des super artistes. On avait vu Georges Michel, avec tous ces moulins. Enfin, il y a eu une exposition sur Franz Hals qu'on a loupé, mais c'est vraiment un endroit qu'il faut fréquenter, dans le 7e arrondissement. Alors, qui est ce Willem Bastiaan Tolen? Alors, il est né en 1860, voilà, 19e siècle. Il est né le 13 février, il est né à Amsterdam, il est fils d'un marchand d'art, et qui s'appelle Peter Hendrik Tolen, et sa maman Johanna Maria Aretsson. Donc en 1865, alors la famille s'installe à Kampen. Alors moi je me suis amusée à prendre une carte des Pays-Bas pour essayer de situer à chaque fois ces différents lieux de vie, et on peut s'apercevoir quand on suit un peu son parcours qu'il a un peu vécu dans plusieurs endroits justement des Pays-Bas, quoi. Et c'est pas cantonné seulement à une seule région, même si les Pays-Bas sont quand même pas, c'est pas la Russie. Ouais, c'est pas la Russie, quoi. Donc il étudie en 76-77, il va étudier à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam, et là il rencontre un artiste, Willem Witsen, qui aura pas mal d'influence dans sa vie, parce qu'ils pourront, je crois, ils s'inviteront et ils pourront aller travailler ensemble sur le motif. Il quitte ensuite cette Académie des Beaux-Arts, il suit des cours théoriques et de dessin technique à l'école polytechnique de Delft. En 1879, il déménage, il va à Gouda, et là il enseigne le dessin dans un lycée public en cours du soir, et il fait un séjour de 2 à 3 mois à Bruxelles. Et là il travaille sous la houlette de Paul-Joseph Constantin Gabriel, qui est un peintre néerlandais de l'école de La Haye et qui sera son véritable maître. Il va aussi commencer à faire de la gravure, il va graver à l'eau forte, et il pratiquera toujours cette technique jusqu'en 1915. En 1880, il retourne chez ses parents à Kampen. Là, il est nommé aussi professeur de dessin au lycée public du soir, et il travaille donc avec ce Gabriel dans les tourbières des environs de Kampen, et il va visiter un petit village qui s'appelle Giethorn. Et ça sera la première fois que ce village sera peint. Alors c'est un village qui est encore difficile d'accès, on peut y aller en bateau, il y a des tourbières, voilà, c'est vraiment la vie à la campagne. Et donc Tolen, il séjournera régulièrement, et d'ailleurs dans l'expo on pourra voir pas mal de tableaux de ce petit village. L'année d'après, il commence à participer à des expositions aux Pays-Bas et à l'étranger. Il sera même médaillé. Bon, nous, les médailles, on s'en tape un peu, mais voilà. Mais bon, le prix de ces tableaux, du coup, va grimper. L'année d'après, en février, il est invité à Evingshøve. Donc ça, c'est la propriété justement des Witsen. Et là, il va en devenir un habitué. Et là, il va faire la connaissance aussi d'autres peintres et de sa future épouse qui s'appelle Jacoba Susanna Müller. Donc voilà, il va arrêter d'enseigner parce qu'en fait, ça lui convenait pas, et il s'installe à Spankeren. En 1886, donc, il épouse Koba Müller et le couple emménage à La Haye. Donc là, il va avoir des premiers contacts avec des marchands d'art qui sont aussi bien néerlandais qu'étrangers, et il pourra élargir son réseau tranquillement, quoi. Il va acheter une maison tout près de La Haye, ça s'appelle la Canal Villa. Et donc, ils vont emménager dans cette maison, qui est une grande maison qu'on va représenter dans un petit film qu'il y a dans l'exposition. Il y a un vieux petit film en noir et blanc, et justement, c'est cette maison qui est filmée. C'est assez sympa, comme tu disais, on dirait presque un film de Charlot en image un peu accélérée. Et dans cette maison vit également une autre famille, c'est la famille Arnsenius. Donc, eux vivent au rez-de-chaussée, ils ont 6 enfants, et Tolen représentera d'ailleurs les enfants. Il pourra peindre les enfants. Il y aura un tableau qui représente justement les deux sœurs
sœur qu'on verra en train d'écrire sur un canapé. Et Tholen, en fait, vivra dans cette maison jusqu'à sa mort. Donc, à partir de 1894, il va faire il y aura des premières expositions monographiques, un peu partout, à New York, à Amsterdam, à La Haye, à Édimbourg. En 1901, il se fait construire un bateau. Et en fait, ça nous rappelle ce qu'avait fait Monet, donc un bateau qui s'appelle le Dia. Il est passionné par les voiliers. D'ailleurs, il en représentera beaucoup. Il les connaît techniquement plutôt bien. Et là, ça lui permettra de naviguer sur les lacs des environs de La Haye, sur les eaux de la Zélande et aussi particulièrement le Zuiderzee et toutes les villes environnantes. Donc, il pourra faire de plus en plus de marine. En 1918, sa femme décède et là, il arrête de naviguer. Bon, mais ça n'empêche pas de se remarier quand même l'année d'après. Avec une petite jeune qui a combien d'années moins que lui? Je sais pas, elle est née en 1876, donc bon, elle a 16 ans. Non, ça va. Et elle est issue de la noblesse et le père était grand maître de la reine Wilhelme et il a introduit Tholen dans les hautes sphères. Donc voilà, il pourra faire des commandes de portraits, ce qui est nettement moins intéressant pour nous. Nous, on préfère rester concentrés sur toute cette partie des tableaux de paysages. Ouais. Voilà. Il y a aussi des tableaux de la classe ouvrière, etc., des ouvriers, des artisans, tout ça. Ça, on pourra en parler dans l'exposition. Et lui, il meurt en 1931, probablement d'un accident vasculaire cérébral, quoi. Ouais. Bon, voilà. Donc c'est pas une vie avec plein de choses, simplement une vie d'un artiste qui s'est déplacé, qui est allé sur le motif, qui a fait des rencontres et qui a fréquenté des gens de l'école de La Haye, donc une école plutôt naturaliste, et qui a commencé à avoir un peu de modernité et qui en fait a quand même est resté en fait, il a fréquenté aussi toutes les peintres de ce qu'on appelle des années 80, 1880, les peintres des années 1880, c'est tout un mouvement en fait qui regroupait aussi bien des écrivains, des poètes, enfin c'était un mouvement assez important. Et nous, on voulait revenir un petit peu, je ne sais pas si on le fait maintenant, sur le titre de l'exposition qui s'appelle Un impressionniste néerlandais. Parce qu'en fait, quand on a vu son travail, pour nous, on s'est dit, c'est plus un naturaliste qu'un impressionniste, quoi. C'est surtout toi qui te l'ai dit. Ouais. Et effectivement, il y a certaines toiles, on va voir qu'il y a une touche qui commence à être un peu plus libre, avec il y a quand même de la lumière qui rentre dans ces tableaux. Ouais, enfin bon, c'est pas... Moi, si vous voulez, comme je l'ai écrit sur le petit papier qui annonce l'édition, pour nous, l'impressionnisme, c'est la couleur et c'est la lumière. Or, chez lui, il n'y a pratiquement pas de couleur et pratiquement pas de lumière. Ou si c'est de la lumière, c'est la lumière du nord. Là, vous savez, c'est les lumières un peu diffuses, un peu, voilées. Et donc, je trouve que c'est un abus de langage qui trompe un petit peu le client. Ouais, c'est ce qu'on a pensé. Et en fait, c'est après en lisant justement en lisant sa bio et en voyant quelles avaient été ses fréquentations, on s'est dit on avait raison, c'est quand même un peintre naturaliste aussi avant tout. Moi, sur la lumière, je trouve qu'il y a certains tableaux qui ont une très belle lumière. Il y a vraiment un soleil qui rentre. C'est pas la lumière des impressionnistes, c'est pas. Mais c'est pas en tout cas les couleurs. On n'a pas des touches de rouge, de rose, de violet. Non. Enfin, on n'en retrouve pas du tout ça, ni comme tu disais la touche de Pissarro. Mais enfin, il y a une séduction indéniable, on ne peut pas rester indifférent parce qu'il y a, comme disait ma camarade, il y a une atmosphère quand même un peu, comment dirais-je, intimiste, un peu douillette, là, voilà, on est pas mal à l'aise quand on les regarde, c'est confortable, c'est pas une peinture inquiétante, c'est pas une peinture hyper rigolote, mais c'est pas inquiétant, et ce qui n'est pas inquiétant, c'est plutôt réconfort. Voilà. Et ce qui est intéressant justement chez cet artiste, c'est que malgré ses relations et ses écoles différentes qu'il a pu fréquenter, il a quand même continué à faire ce qui lui plaisait. C'est-à-dire qu'il n'a pas adhéré à une école en particulier. Et ça, on aime beaucoup chez nous. Ça nous plaît. Oui, ça nous plaît. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne
et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Jacques Brel, ce plat pays, on s'en lasse pas, c'est magnifique. Ah, magnifique, il faut l'écouter, fermer les yeux et puis se laisser emmener. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça nous emmène tout de suite dans cette expo, quoi, ce pays avec ses mers. Enfin, alors dans cette expo, il n'y a pas que la mer, effectivement, il y a aussi des scènes des scènes de la vie quotidienne. Ouais. Mais ça commence avec des œuvres plutôt de jeunesse de l'artiste, hein, où on voit justement quand il fréquentait cette école de La Haye, où qu'il est avec son maître Gabriel. Alors en fait, j'ai l'impression que il avait une façon de travailler. Il y avait une partie qui était sur le motif et une partie qui était reprise en atelier. Oui, bah c'est souvent le cas parce que même les impressionnistes étaient souvent sur le motif, mais aussi souvent ils finissaient, à part Van Gogh, hein, que quelquefois, mais la plupart du temps, ils faisaient tout sur place, mais beaucoup finissaient à l'atelier. Voilà, c'était leur truc. Enfin, parce que faire une peinture en un après-midi ou deux après-midi, c'est pas vraiment facile. À part, je dis Van Gogh, il en faisait 3 ou 4 dans la journée, mais bon, ça se finissait en atelier souvent. Oui. Ouais. Donc il a représenté effectivement ce petit village de Guithorn, hein, avec ses moulins, avec ses canaux, avec ses bateaux. Enfin, et c'est vrai, comme tu dis, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu dans cette exposition, c'est que c'était agréable. Moi, je trouve que c'est des tableaux où on est projeté, on se met dans ce 19e siècle, dans ces paysages. Il y a une lenteur, il y a une lumière. Tout de même, il y a des tons qui sont quand même qui nous agressent pas. Enfin, non. Voilà, on vit à ce rythme du 19e siècle en fait, quoi. Et ma camarade, il fallait la voir. Alors moi, je suis ravi quand je la regarde parce que elle a passé encore un temps considérable devant chaque œuvre. Et elle était sur un nuage une fois de plus. Ouais, alors que moi, j'étais un peu bourrin, comme d'habitude. Est-ce que c'est la différence d'âge? Parce qu'elle est plus près de Greta Grunberg que moi, mais bon. Ouais, alors c'est vrai que sur ce petit village, hein, il y a aussi, il y a les ponts, les polders. Oui, je sais pas. Je crois que j'aime beaucoup en fait tous ces paysages maritimes et même les scènes de la vie quotidienne. Il y a un tableau qui est un peu plus ancien, enfin un peu plus récent. C'est une scène de travail. C'est des ouvriers qui sont en train de construire une maison. Je sais pas si tu te souviens. Et là, il y a toutes les planches et justement, je trouve qu'il y a une couleur jaune d'or un peu sur ce travail du bois qui est assez extraordinaire avec ce travail des ouvriers devant. Oui, moi je vois un énorme bateau en bois, un bateau de pêche, mais il fallait voir la taille des bateaux. Hein.
Et puis c'était pas fait en plastique, hein, c'était du bois, mais costaud. Hein. Il y avait des bordées qui devaient faire je sais pas combien de centimètres d'épaisseur, et qui est à terre, hein, qui est au sec, là, et on voit des petits personnages à côté, mais qui sont minuscules. Et cette grande coque de navire de pêche, elle devait être là pour le calfa, quoi. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise quand même bien la marine à voile, surtout parce que les bateaux de pêcheurs, quand on pense que c'est des hommes à main nue qui manœuvraient ces bateaux avec des cordages énormes, des drisses, c'était des câbles, etc., etc. Vraiment, et puis alors quand il fallait lever, là il n'y avait pas de moteur pour lever les filets de pêche, hein, on les levait à la main, etc. On se demande, les mecs, comment ils y arrivaient, puis alors, avec leurs surrois, leurs bottes énormes, les cuissardes, là, comme les égoutiers à Paris qui montaient jusqu'à... C'est vraiment invraisemblable, quoi. Comment les mecs, ils arrivaient à survivre sur des rafios pareils. Hein. Ouais. Et il y a une ruelle. Alors, je crois que c'est ce tableau qui fait l'affiche. Alors, moi, je trouve que c'est une ruelle justement qui a une très belle lumière. Où, donc là, c'est vraiment une scène de la vie quotidienne. On voit un livreur qui est en train de discuter sur la droite avec une domestique qui est devant une entrée de service. Et avec cette lumière, bah justement, on se retrouve dans la ruelle et on a envie de s'installer là et d'écouter, d'attendre que ça se passe, quoi. Oui, c'est un peu, vous allez dire que je suis peut-être exagère, mais j'ai retrouvé des ambiances à Rembrandt quand il fait des paysages, des rues, des choses comme ça, des champs, des scènes avec des gens du peuple, voilà. Il y a un peu cette lumière, il y a un peu cette chaleur, il y a un peu on sent cet amour des gens simples, quoi, voilà. Voilà, il y a beaucoup de ducs d'Albe. Les ducs d'Albe, ben c'est ce qui servait à retenir les bateaux, non? Ouais, c'est des structures en bois un peu pyramidales, là. Ouais. Oui, il a peint, si vous voulez, tout ce qui faisait la vie, ou des paysans, ou des pêcheurs, même plus des pêcheurs d'ailleurs, parce que comme vous l'a dit ma camarade, c'était un navigant, il avait un bateau, etc. C'était quelqu'un qui aimait vraiment profondément la mer et ses usagers de la mer, c'est-à-dire les pêcheurs. Ouais, il y a un tableau où on le voit justement, on voit son bateau, le Dia, qui est sur la partie plutôt droite du tableau. Il y a l'eau et lui, il est sur la partie gauche. On le voit en petit bonhomme justement qui regarde tout ça, quoi. Et donc effectivement, ses connaissances techniques faisaient qu'il savait parfaitement produire tous les bateaux. Oui, quoi. Puis il savait non seulement parfaitement les reproduire, mais il savait trouver l'angle le meilleur, le cadrage le meilleur pour mettre en valeur ces rafios, quoi, parce que c'était quand même, et on a là des témoignages de l'histoire maritime des Pays-Bas, l'histoire maritime des pêcheurs, hein, parce que ils faisaient pas les bateaux de loisirs, les choses comme ça, et qui est quand même une richesse incroyable, parce qu'on peut s'appuyer sur ces images pour décrire, pour décrypter, si vous voulez, la construction de ces bateaux et leur usage. Ouais. Alors il y a aussi quelques gravures, hein, qui sont représentées. Il y en a une, c'est justement, je crois que c'est un potager avec la serre qu'on voit là, justement les verrières pour que les plantes puissent pousser, quoi. Mm-hmm. Et bon, c'est un peu, apparemment, été fasciné par le potager, donc il l'a gravé à l'eau forte. Oh, puis j'ai vu aussi des très beaux dessins, des crayons magnifiques, hein, d'assez grand format. C'était quelqu'un qui était assez complet, quoi. C'était pas du tout un bricoleur, hein. Il savait dessiner au crayon, à la plume, au pinceau, graver, etc., etc. Voilà, c'était le peintre complet. Il n'y a pas beaucoup de nus, hein, je me souviens pas des nus. Non, c'était pas son truc. Non. Il y a quelques portraits. Bon, il y a un autoportrait où il se peint en train de peindre justement en pleine nature dans une forêt. Il y a les deux sœurs là des gens avec qui il partageait la maison, la Canal Villa, avec c'est de la belle peinture, hein, elles sont avec des robes un peu dans les tons blancs. On voit la lumière qui est sur les robes. Deux sœurs qui sont sur un canapé en train de lire ou de dessiner. Il y a le portrait, je sais plus de quelqu'un d'autre, un autre monsieur, mais je sais plus le nom. Mais c'est pas ce qui est le plus marquant dans son œuvre. Non, nous c'était le paysage. Et les bords de mer, et les canaux. Tu nous les
brise-galères, on en a marre de ployer à tes rames de misère. Nous voulons des voiliers, de beaux voiliers qui voyagent, les fesses gonflées de bon vent, joyeux comme le mariage de l'espace et du temps. Arrête, galère, fais-toi oublier, de l'air, on veut des voiliers. Oui, nous voulons des voiliers en voile de mariée, allant de l'avant, sous le vent émouvant, de l'air, comme un jeune marin enlaçant la taille de la terre, bandon sur le bandoneon d'un cœur gros comme la mer. De l'air, vieille galère, l'équipage tourne la page. De l'air, vieille galère, va-t'en ailleurs faire naufrage. Y a les mousses qui veulent que ça mousse dans le lait de chaque vague. Grimper au mât dans le cinéma sur la toile où l'on baise les étoiles. Tu nous les brises, galère, on en a marre de plier des avirons pervers dans un rêve de noyer. On veut hisser des voiles comme des lits d'amants, boire des rasades de soleil levant. Oui, nous voulons des voiliers aux ailes déployées, allant de l'avant sur le flot vivant. De l'air, comme un jeune marin enlaçant un dieu goémon, tangon sur du bandoneon, une rose entre les dents. Nous allons découvrir enfin la vie vient. Le voyage sera long comme des cinglés cinglants. Des voiliers, Claude Nougaro. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille, qui consacre sa partie artistique à Willem machin chose. Bastian Toulon. Voilà. Et voilà. Et Robert, qui a fait l'exposition toujours rapidement dans un premier tour, est venu me voir et a dit: regarde ce tableau. Oui, alors c'est un tableau, je vais vous donner le titre, hein. C'est Zuiderzee. Voilà. C'est de 1929. C'est une huile sur toile de 98-152. C'est un 120 figures quand même plus grand encore. Voilà, c'est l'intérêt que Tollen portait à Zuiderzee, ancien golfe de la mer du Nord, aujourd'hui transformé en un lac. Voilà, mais à cette époque-là, c'était encore un golfe. L'amena à faire quelques études des grands tableaux représentant la mer, dépourvue de tout élément tel que des bateaux ou une côte lointaine, pour se concentrer uniquement
sur les vagues, la couleur brunâtre de l'eau et le ciel. Voilà. Alors, c'est quelque chose, j'ai jamais vu une peinture pareille. Et rien que pour cette peinture, je suis content que ma camarade m'ait traîné à la Fondation Custodia. C'est un quartier que je hais, à proximité de l'Assemblée nationale. Mais bon, voilà, c'est vraiment, il faut se concentrer parce qu'on ne voit pas vraiment tout de suite qu'il y a des vagues, qu'il y a du mouvement, etc. Parce que tout ça, c'est dans les couleurs, mais quand même vraiment descendu. Mais je vous dis, c'est brunâtre, c'est des ocres, presque gris, enfin mais ça donne une sensation extraordinaire de proximité de la mer, de la vraie mer, pas de la mer des touristes, la mer bleue, la mer du Pacifique, et une mer que je déteste d'ailleurs, parce que c'est des mers de carte postale. Là, c'est la vraie mer, voilà, la mer du Nord, quoi. Voilà, c'est une mer qui draine des boues, parce que c'est pas une mer il y a pas des abysses en dessous de la mer du Nord. C'est une mer qui a les fonds sont vraiment ridicules. Alors, sitôt qu'il y a une petite tempête, un truc, tout devient boueux. Et puis le ciel est à peu près de la même couleur, donc il n'y a pas des reflets du ciel dans la mer, hein, c'est la même chose. On voit juste une ligne d'horizon, un peu aussi éteinte, voilà, qui sépare une ligne d'horizon qui occupe un tiers du tableau et la mer les 2 autres tiers. Mais c'est, de mon point de vue, c'est plus que magnifique, c'est un trait de pinceau de génie. C'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, mais je ne sais pas comment le dire autrement. En tout cas, très original, très vrai, et c'est là qu'on peut rejoindre ce que disait ma camarade au début de notre baratin, c'est que c'est très naturaliste, c'est-à-dire qu'il n'a rien inventé, il a photographié la mer avec son pinceau, et puis il nous en a donné une image qui est absolument, pour moi, complètement invraisemblable. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi vrai que cette mer, que cette mer du Nord, peint par cet artiste. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression d'entendre le clapotis des vagues. Hein. C'est impressionnant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre de face, mais de côté, on a encore une vue. On a l'impression que l'eau nous arrive dessus. Ouais. Et je ne sais pas si en fait les gens s'y sont attardés et ont ressenti forcément les mêmes choses que toi. Moi, je suis arrivée après, tu me l'avais montré, donc je me suis imprégnée du tableau. Mais ce serait intéressant de voir si chacun reçoit ça avec autant de force. Et là, il n'y a pas de mystère. Il faut le voir dans la fondation, parce que j'ai essayé de prendre une reproduction sur internet, ça donne strictement rien, quoi. Là, il faut vraiment être devant ce tableau pour recevoir un peu ces embruns, quoi. Oui, puis voyager, comme vient de le dire Piquéco, voyager dans le tableau. Moi, je me suis mis sur la gauche du tableau, je l'ai regardé de biais, et vraiment, on voyait autre chose, on voyait encore plus parce que, si vous voulez, il n'y a pas des gros empattements et tout, mais il y a du volume quand même, parce qu'on voyait. Moi, je voyais les vagues avec du volume, alors qu'on est en face, il y en a moins. Mais sur le côté, c'est un peu comme quand on regarde la Joconde, on a l'impression qu'elle vous suit partout. Et ben là, la mer, elle vous suivait partout, quoi. C'est un peu angoissant, même, d'une certaine manière. Elle se met à droite, à gauche, au milieu, c'est jamais la même vision. Voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi que ça doit s'expliquer. Il doit y avoir une explication scientifique, hein, mais les scientifiques, bon, moi je préfère rêver plutôt que d'avoir des explications scientifiques. Parce que je trouvais que la mer, elle me regardait, donc je trouvais ça sympa, s'intéresser à moi, pour que une fois que quelqu'un s'intéresse à moi. Alors là, c'est là que ma camarade me dit que je suis, comment tu m'appelles déjà Calibero. Calibero, c'est moi Calibero. Non mais en fait, en plus il y a peu de différence entre la couleur du ciel, la couleur de la mer, et pourtant tout est là, quoi. Tout est là, parce que le ciel, il n'y a aucun nuage, c'est pas un ciel tourmenté, c'est un ciel comme les champs de Brel, quoi. Un ciel où là, il est si bas que, évidemment, on confond presque le ciel et la mer, sauf que la mer, elle a quand même une certaine vie donnée par un mouvement, par des vagues, par une houle, quoi, voilà. Et je vous assure, camarades auditrices, auditeurs, si vous avez le pot d'être à Paris et puis de pouvoir aller jusqu'à presque la Champs-Élysées. Puis avant, vous arrêtez avant, parce que la Fondation Custodia, c'est la rue juste avant, la rue où il y a la Solaire, et vous allez sur la gauche et vous avez la Fondation Custodia, et vous y allez, et vous allez direct à ce tableau. Là, vous pouvez regarder les autres, mais
Moi, c'est celui qui m'a bouleversé complètement. Voilà. Donc, allez-y, allez regarder tous ces tableaux. Quand après l'exposition Tolon, il y a une exposition au sous-sol de cette fondation. Il y a souvent 2 expositions simultanées. Bon, Robert ne m'a pas accompagnée, donc je suis descendue toute seule voir l'exposition qui est consacrée à Palaisieux. Donc Palaisieux est plutôt un contemporain. Hein. C'est beaucoup de gravures. En fait, Palaisieux est né en 1919. Donc non, je pense qu'il est mort. Mais il a vécu, il est né en Suisse. Il aurait 100 ans. Voilà. Et en fait, il a fait des études à Florence. Il est resté entre 1939 et 1943 à Florence. Donc, il s'est formé un peu aux sources de la Renaissance italienne. Et donc, il s'est formé avec de solides connaissances techniques. Et puis, arrivé de retour en Suisse, il s'est installé à Sierre, dans le Valais. Là, une petite maison au milieu des vignes qu'il a habité jusqu'à sa mort. Et il s'est passionné pour la gravure à l'eau forte. Et il a gravé. À la fin de sa vie, il a fait quelques aquarelles. Bon, c'est une exposition qui est assez dense. Hein, il y a quand même plusieurs salles. Il a côtoyé Morandi. Et d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup de gravures qui sont un peu comme l'œuvre de Morandi. Il y a beaucoup de nature morte avec des bouteilles. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des vues de montagne. Des gravures de montagne, et bon, c'est peut-être parce que je revenais des Pyrénées, je sais pas, mais donc je suis très sensible à ces paysages, à ces décrochés, et une qui m'a particulièrement intéressée, c'est une grange et une technique qui s'appelle l'autographie. Alors l'autographie, visiblement, c'est pas tout à fait de la lithographie, c'est-à-dire qu'on dessine sur un papier encollé avec un crayon gras, un crayon litho. Voilà, un crayon litho, et après on doit pouvoir le remettre sur la pierre. Donc ce qui apparemment laisse beaucoup plus de liberté au trait, quoi, plutôt que de graver directement, que de dessiner directement sur la pierre. Donc c'est intéressant de descendre quand même au sous-sol, voir les œuvres de Palaisieux. On n'est pas obligé de rester très longtemps devant chaque, mais moi il y a quelques gravures qui sont vraiment intéressantes, quoi. Oui, moi ce qui m'a intéressé, c'est son histoire de gravure, comment tu dis? L'autographie. Autographique, parce que là c'est... Oui. Enfin, moi, je n'ai pas de pierre litho ni de presse litho. Bon, mais on ne peut avoir accès à la fondation, là, dans l'autre cité d'artistes. Mais bon, moi, les déplacements comme ça me fatigue. Mais bon, voilà, la litho, c'est quand même une technique de gravure. C'est la plus artistique des techniques de gravure, parce que on peut vraiment travailler directement sur la pierre avec un crayon, un pinceau, une plume. Et là, il n'y a pas la pierre, c'est comme si il n'y a pas besoin de choses, d'outils, comment dirais-je, comme des burins, etc., etc. Non, là, c'est direct avec le pinceau, avec des outils sensibles, comme un pinceau, comme une plume, ou comme un crayon. Voilà, donc une prochaine sortie pour vous. Ouais, voilà. Et puis nous, après, comme je vous l'ai dit dans mon petit billet, sur le chemin de l'allée à la Fondation Auguste-Lia, ma camarade que je connaissais, un petit rade tunisien sur le boulevard Saint-Germain, une petite rue adjacente, et là on s'est torturé un couscous garbi, alors vraiment sympa, hein, c'était très très bon. Il n'y avait pas de boucan là-dedans, il y avait de la musique arabe tranquille, pas tonitruante, et c'était délicieux. Les jours, la mer qui fonçait la tête la première et qui fracassait leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. Ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme au stone et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie.
parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait. Bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme au stand et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. On est allé bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on se fait payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonnaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, comme moi au stand et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Comme à stand, Arnaud, et en fait Arnaud, c'est cette voix grave là qui, je trouve, qui va bien sur ce tableau du Zuiderzee. On comprend pas tout, mais enfin bon, c'est pour l'ambiance qu'on vous la met, c'est pas pour vraiment la compréhension. Et tout de suite, sur Radio Soupente, à Racaille, nous allons passer aux expositions avec mon camarade, avec sa voix, sa voix d'archange, qui va nous causer des expositions. Les expositions. Alors, donc, la Fondation Custodia, Willem Bastiaan Tolen, et Palaisieux, c'est jusqu'au 15 décembre, donc à la Fondation Custodia, au 121 rue de Lille. Alors, dans les nouvelles expositions, une exposition, ça c'est notre grande copine, c'est notre grande rousse qui nous a mis sur la piste, une exposition à la BNF, à la Bibliothèque Mitterrand, ne les laissez pas lire. C'est jusqu'au 1er décembre 2019, et en fait, c'est une exposition sur la littérature jeunesse qui a été censurée. Voilà. Dont la littérature de votre camarade d'Aracaille, c'est-à-dire ma pomme, qui a été censurée. Voilà, Momo Palestine, censurée à l'époque. Donc on peut retrouver justement tous ces articles. C'est une exposition qui est gratuite parce que c'est dans les couloirs de la BNF, là où il y avait une exposition sur la science-fiction précédemment. Donc c'est bien parce que c'est accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça. Il y aura un catalogue ? Je sais pas. C'est pas ce qu'elle disait. Je sais pas, on n'est pas allé encore, on verra. Non, mais la Rousse, elle nous a écrit. Non, mais je sais pas. Non, tu sais pas. Jules, alors dans les nouvelles expositions, Anne-Isabelle Roubaille, donc cette artiste de Bourron-Marlotte, expose, c'est une exposition à deux, c'est Genèse brute, elle expose avec Frédéric Ansermet qui fait de la sculpture, elle fait de la peinture. Alors il y a peu de dates, il y a le 5 et 6 octobre et du 11 au 13 octobre 2019, c'est au prieuré de Grès-sur-Loing. À côté de Bourron-Marlotte, à 3 km. À côté de Bourron-Marlotte. Et c'est bord du loin, c'est plutôt sympa. C'est magnifique. À l'Odève, ce sont les chefs-d'œuvre belges d'Ixelles qu'on peut retrouver au musée de l'Odève.
Toujours à la piscine de Roubaix, Jules Adler. D'Odaigne à la Villa Cavrois, tout à côté, jusqu'au 6 octobre. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, Adolphe Kaminski, c'est jusqu'au 8 décembre. Au château de Vasqueuil, c'est Bernard Buffet, donc là c'est dans l'Eure, jusqu'au 20 octobre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des expositions dont on voulait parler. Ouais, très bien. Les autres, elles attendront quand ce sera le début. Ouais, tout à fait. Et puis maintenant, lire, alors je vais vous causer, moi, dans le poste, d'un petit bouquin de Bertrand Russell. Pourquoi je ne suis pas chrétien? Et j'adore. Je suis en train de le bouquiner, je suis presque arrivé aux 2/3, quoi. Pour ça, je me dis que je peux vous en parler. Qui, si vous voulez, pour ceux qui auraient encore quelques velléités de croire à Dieu, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs, tous ces gens-là, eh bien, vous pouvez aller, vous pouvez changer de disque. Dieu n'existe pas. Là. Tout ça, c'est des affabulations, c'est des pétarades malsaines. Et il est vraiment d'une clarté. C'est un philosophe, un mathématicien. C'est pas n'importe qui. Il a vécu jusqu'à presque 100 ans. Il a eu le temps de se faire une idée des choses et de la vie. Et ma camarade, alors, elle l'aime encore parce qu'elle a découvert qu'il a été dans les Pyrénées. Ouais, justement, quand j'étais dans les Pyrénées, il y a autour du Vignemale, il y a des grottes et on nous a dit, c'est Bertrand Russell qui a fait construire ces grottes. Donc apparemment, il a fait construire 7 grottes pour pouvoir dormir paisiblement dans la montagne. Mais c'est marrant, faire construire des grottes. Mais il a fait creuser des grottes dans la montagne, en fait. Et on dit qu'il aurait acheté le Vignemale pour 99 ans. Alors ça, c'est quand même assez rigolo, quand même. Ouais. Oui, voilà. Alors pourquoi je ne suis pas chrétien, c'est vraiment un tout petit bouquin, et ça vous nettoie la cervelle de toutes ces affabulations, de tout ce qu'on nous a foutu dans la caboche tout petit, voilà, par ce système judéo-chrétien, vous voyez, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques romains, que ce soit les orthodoxes, que ce soit, enfin, toute la galaxie de toutes ces religions monothéistes. Mais même les bouddhistes, aucune religion il n'a aucun comment dirais-je, état d'âme pour dénoncer toutes les religions en donnant des exemples de choses pas très jolies, même atroces qu'elles ont perpétrées. Voilà. Il faut, je ne vais pas tartiner pendant 15 jours là-dessus, on en reparlera parce que ma camarade va le lire et quand elle l'aura lu, on pourra en reparler tous les deux, on confrontera nos ressentis, ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour moi, si vous voulez, je ne vais pas me confesser, vous inquiétez pas, je me suis assez confessé comme ça quand j'étais petit, mais qui a été élevé un petit peu dans ces choses-là. Et je veux dire que ma camarade me reproche perpétuellement de pas être tout à fait libéré de toutes ces choses, et elle a raison. Parce que j'ai lu aussi Bertrand Russell le dit dans son bouquin, que l'enfance, si vous voulez, l'éducation des enfants, on se la gave toute sa vie. Voilà. Et les enfants qui, comme moi, ont été élevés dans une religion, quelle qu'elle soit, et toute leur vie, ils en payent le prix. Voilà, c'est ça. Et moi, je me rends compte, grâce à ma camarade, qui est une psychologue émérite, parce qu'elle m'en balance, je vous dis, si j'ai pas compris, c'est que je suis vraiment con, que je suis complètement coince-boum à cause de ça. Alors j'ai essayé les anarchistes pour me libérer, mais c'est presque pire, parce que aussi ils sont dans l'espèce de truc, c'est presque une religion, c'est presque un truc sectaire. Ça m'a pas arrangé du tout. Vous voyez, alors je sais pas vers qui je dois me tourner. Bertrand Russell. Là, je crois que les Anglais, là. Mais en Angleterre, personne ne le prenait au sérieux, parce que les Anglais, les philosophes, c'est pas leur truc. Ouais, mais il était aussi logisticien, mathématicien. Bah oui, voilà, c'était pas simplement un farfelu, avec des grands cheveux, et puis voilà. Non, c'était quand même quelqu'un de sérieux. Et vraiment,
Bon, je vous dis, j'en suis aux 2 tiers du bouquin, mais rien que ces 2 tiers, je suis convaincu. Alors, c'est sur la sexualité, surtout, hein, tout ce que les curetons nous ont enlevé, quoi, toute notre castration de génération, voilà, sur le mariage, toutes ces choses-là qui ont été imposées par l'Église pour empêcher les hommes et les femmes de s'envoyer en l'air avec qui ils voulaient, quoi, etc. Voilà. Et non, c'est vraiment, ça vous remet les choses, les pendules à l'heure, comme on dit dans le papa. Alors, c'est à lire, s'il vous plaît. Voilà. Alors, sur la vidéo, moi, je viens de regarder sur Arte la série Bauhaus, un monde nouveau. Hein, c'est à l'occasion du centenaire de cette école d'art. Et en fait, j'ai été passionnée par cette série. Déjà, parce que je connaissais pas beaucoup le Bauhaus, donc j'ai eu envie de regarder un petit peu. Et cette série est vraiment bien faite. Elle part d'un entretien entre une journaliste qui va interroger Walter Gropius, qui était directeur de cette école. Donc il est vieillissant, et elle va l'interroger sur ce qu'il a fait quand il était directeur de cette école, et aussi particulièrement sur une de ses élèves qui s'appelle Dörte Helm. Donc c'est une artiste qui a réellement existé, qui a été élève de cette école, et cette femme justement va être mise sur le devant de la scène parce qu'elle va pointer tout ce qui n'allait pas, tout ce qui par rapport à ce qu'on allait demander, ce qu'on allait vendre comme nouveauté au Bauhaus. En fait, elle va voir que finalement il n'y aura jamais d'égalité homme-femme, et elle va être rebelle et se battre pour obtenir par exemple de suivre des cours de peinture murale alors que on voulait cantonner les femmes à un atelier de tissage. Donc c'est vraiment ces entretiens. Il y a 6 épisodes qui durent 45 minutes, donc ça se regarde très très facilement. En fait, on va traquer les souvenirs de Walter Gropius, qui effectivement prônait une école de la nouveauté. Il y avait ces différents maîtres qui ont été des maîtres vraiment du Bauhaus, qui vont obliger les élèves à ne plus être dans la reproduction, mais plutôt l'expérimentation. Par exemple, on voit au début un cours de dessin, donc il y a des modèles qui arrivent, qui posent nus, et là le maître leur dit non, c'est pas comme ça, vous allez dans la salle et vous courez partout, et vous les élèves, eh ben, vous essayez de capter le mouvement de ces gens qui vont courir. Et donc cette Dörte Helm, elle vient d'une famille beaucoup plus classique. Elle terminait ses études d'art, elle était amenée à illustrer les contes que son père écrivait. Son père était philosophe, elle faisait de l'illustration, donc de contes pour enfants, et en fait elle va se retrouver complètement embarquée dans cette aventure. Donc on va la suivre avec d'autres élèves, et il y a en plus une musique qui est très sympa, et il y a beaucoup d'images, je pense, qui ont été reprises, pas d'images d'époque, mais de recours à ce qui s'est vraiment passé dans cette école quand ils ont fondé des ballets. Et après il y a cette école qui est confrontée en fait à cette République de Weimar. L'école est à Weimar au départ, et cette République de Weimar qui va vraiment pas bien, avec cette Allemagne qui est vraiment qui a faim, qui est vraiment dans la mouise suite au traité de Versailles. Hein. Et surtout la guerre de 14. Bon, le traité de Versailles, c'est une pourriture. Mais la guerre de 14, ça n'a pas rien arrangé, quoi, surtout. Hein. Voilà, donc elle va être confrontée à une réalité en fait de terrain, et avec toute la nouveauté qu'elle veut inspirer, et surtout avec ses contradictions. Donc il y a une première saison, on ne sait pas. Bon, j'espère qu'il y en aura une deuxième, parce après, quand on lit la biographie de Walter Gropius, on s'aperçoit que il a eu quand même des propos antisémites. Moi, j'ai lu qu'il avait participé au ministère de la Culture avec Goebbels. Donc ça serait intéressant. Pour ça que j'ai pas voulu le regarder. Non, mais ça on le voit pas. La première saison pointe vraiment ce qu'était le Bauhaus, et ça s'arrête, je crois, en 1924, quand le Bauhaus doit déménager à Dessau. Et justement, cette Dörte Helm, elle va se battre pour participer à tout, alors qu'on lui interdisait en tant que femme. Non, moi, j'ai pas voulu regarder cette série, parce que j'entends le mot Bauhaus. Voilà, ça me dit rien du tout. Je connais leur travail, hein, mais bon, voilà, je préfère les gens un peu plus libres, comme les expressionnistes, les gens comme ça, les peintres, quoi. Parce que ces mecs-là, ces designers, etc., ils ont peut-être fait des choses intéressantes, mais c'est des choses intéressantes surtout pour les gens friqués. Là, des sièges nouveaux, révolutionnaires, des éclairages, de tout ce que vous voulez, quoi, en architecture. Le Corbusier sort de là, non? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal de réalisations. On voit le mouvement d'Achtil, on voit tous ces. Il y a un moment, il y a Paul Klee qui va enseigner aussi
dans cette école. L'idée aussi justement de construire une maison où chacun qui va réunir tous les arts, donc aussi bien cette architecture, parce qu'il était architecte, Walter Gropius, que de mélanger effectivement après tous les arts, que ce soit la sculpture, l'ébénisterie, le tissage. Non, moi je trouve que c'est vraiment une bonne série, quoi. Il y a une partie fiction, donc ça permet de la regarder très facilement et de connaître cette artiste. Moi, je ferais bien quelque chose sur elle parce qu'elle m'a complètement. J'ai beaucoup aimé alors c'est vrai que le personnage qui est joué me plaît énormément, mais derrière il y a quand même une femme qui a réellement été élue après, quand on est en 1924, que ça va mal pour le Bauhaus, s'ils veulent faire une exposition collective pour montrer quand même leur travail, montrer que c'est pas ce qu'on leur reproche, alors que l'Allemagne crève de faim, d'être dans une grande maison et d'être des bohémiens qui s'amusent. Donc ils vont faire une exposition, elle va se faire élire à ce comité pour gérer les expositions. C'est là qu'ils vont construire une grande maison pour chacun représenter un peu leur art. Et donc cette femme a quand même tenu tête à ces directions qui étaient quand même des directions masculines, quoi. Non, c'est très bien que tu prennes cet angle-là pour te dire ton admiration de cette école. Mais moi, je suis un peu handicapé parce que j'ai une prévention contre tout ce qui est allemand. Surtout dans cette période-là, tu vois, proche de l'hitlérisme, etc. Voilà. Non, j'aime beaucoup des artistes allemands comme Gross, comme Nold, etc. Nold, oui, mais il a été un petit peu nazi. Enfin, il a eu en tout cas une adhésion au parti nazi qui n'a pas duré longtemps, parce qu'après, il a été un artiste, comment on les appelle, les artistes, dégénérés, voilà. Mais bon, il y a toute une bande d'expressionnistes que j'adore. Puis on a parlé d'artistes allemands aussi, d'une nana là, qui a tu sais, la grande graveuse, etc. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Toi, tu sais tout ça. Kate Kollwitz. Kate Kollwitz, où il y a des grands artistes que j'aime beaucoup. Et d'autres, parce que cette école du Bauhaus, pour moi, c'est une école élitiste, quoi. Oui, tu vois, mais moi, je suis pas en train de défendre forcément ce que cette école a fait. Je suis simplement en train de dire que cette série a un côté pédagogique, et que moi, cet artiste, en fait, j'ai découvert une artiste qui justement, à son époque, s'est mise en contradiction, a osé affronter ce directeur d'école pour imposer quelque chose qui finalement n'était pas présent. C'est-à-dire que cette égalité homme-femme n'existait pas, et elle a dit, bah non, ça moi j'aime beaucoup, si tu veux, la manière dont tu parles de cette série. Je trouve que tu as beaucoup de courage de regarder ces choses-là et puis de les aimer, ça c'est formidable. Mais moi, j'avoue, de ce côté-là, je suis vraiment handicapé, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi. Quand on arrive près de ces périodes de l'art dégénéré, toutes ces choses-là, j'ai comme quelque chose qui m'arrête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pas à mon crédit non plus, faut dire. Bon. Vous êtes toujours sur Radio Suppante, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et nous remercions nos camarades auditeurs, cette poignée de camarades auditeurs qui nous suivent depuis quasiment le début de cette émission. C'est-à-dire Claude et André de La Nation, Carrie Nouzette, qui est dans une grande banlieue sympathique qu'on a. C'est pas loin d'une forêt, c'est la forêt de quoi? C'est pas loin des forêts du Nord, Armenonville, Isle-Adam. Voilà, Marie-Christine Béguet, qui est une graveuse sévenole, à Pugeot dans le Gard. Claude et William. Alors, Claude et William, c'est des exceptions. C'est chouchou, C'est nos potes qui habitent à Brest. Pas loin de choses qui est une chanson, là, sur le quai, là, comment ça s'appelle, le pont de. Oh, maman, bon, bref. On est aussi fortiches tous les deux avec la mémoire. Jean-Paul Souvras, qui est le pont de recouvrance. J'aime beaucoup ce mot, le pont de recouvrance. Il y a une très belle chanson d'ailleurs sur le pont de recouvrance. Jean-Paul Souvras, qui est un peintre de Schnorr, à coup de Kerkbranche, mais un peintre qu'on adore, qu'on aime, etc. On a gardé un souvenir de notre rencontre avec lui dans sa petite maison, à coup de Kerk. Et ses petits coups de rouge et ses sandwichs au jambon, ça nous quittera jamais. Claudine, qui est une camarade de combat, ma camarade de combat à Piquet-Coup. Jean Peduzzi, Jean, on sait pas, en ce moment, c'est le silence total.
Corinne, une tapissière qui nous a envoyé des photos de ses dernières tapisseries, enfin en tout cas une, je crois, et son camarade Joël, notre Arlésienne du Caire, qui est en ce moment en Jordanie, qui va revenir, Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, qui sont des artistes aussi qui barbouillent, qu'on aime beaucoup aussi, Juliette Planck, une graveuse qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gravure, qui est à Vincennes ou à Montreuil, on ne sait pas trop, enfin moi je ne sais pas, en tout cas ma camarade le sait, c'est tout. Agnès Dubart, qui est une graveuse aussi qu'on adore, qui était avant à Lille et puis qui a eu la très très mauvaise idée de partir dans l'Ariège. Alors ma camarade, maintenant qu'elle connaît les Pyrénées, il ne faut plus dire de mal de l'Ariège, bon, enfin bon. Thierry Morciot, qui est un graveur belge qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert à la Biennale de Saint-Maur. Colette, qui est la veuve du plasticien Odon, un plasticien magnifique qui faisait des œuvres en tressant du papier qu'il peignait, voilà, très coloré, etc., etc. Jacqueline Imbert, qui est la veuve de Raymond Imbert, un peintre que j'appelle le chaînon manquant, entre la peinture, si vous voulez, réaliste, ou la peinture figurative, et l'abstraction. Voilà, et c'est vraiment une découverte extraordinaire. Quand on est allé à l'Adus, dans Bourgogne, visiter leur musée d'art populaire, et qu'on a pu voir les œuvres de Raymond Imbert. Et Jacqueline, comme Colette, sont deux nanas super, qui se battent pour faire vivre les œuvres de leur mari, surtout. Voilà. Et c'est un boulot à plein temps, croyez-moi. Liliane et Laurence qui signent Claude Isner pour des romans polars qui tiennent debout, croyez-moi. Geneviève, qu'on appelle notre sorcière bien-aimée, qui habite du côté de la Nation, je pense, oui, voilà, qui est vraiment quelqu'un qu'on adore aussi, surtout ma camarade, qui entretient des relations avec toutes ces nanas, puisqu'elle est nana elle-même. Michel Pellouel, c'est mon voisin du dessus, qui est un peintre quand même sérieux, hein, c'est pas n'importe qui. Marie-Christine Perrondet et Christophe, on a reçu des nouvelles de Marie-Christine et de Christophe. On est vachement contents, ça roule toujours, ils sont toujours engagés dans des combats hallucinants. Voilà. Syndicaux, gilets jaunes, etc., etc. Larousse, je dis pas pour de rire, hein, c'est pas des bons, hein, vraiment des bons. Hein. Et puis ils sont épais comme des tringles à rideaux, mais alors je veux dire, une volonté mais incroyable. Nous on se sent un peu ridicule à côté d'eux. Larousse flamboyante, c'est notre camarade Rose flamboyante, hein, Florence, qui sévit sur une radio concurrente, Geneviève, ah ben je l'ai déjà dit, José Arthur du Mélange, toujours sur la même radio concurrente, Marie-Christine Perrondet, ben je l'ai dit, Anne-Isabelle Roubaille, on vous en a parlé, hein, une peintre de Boron-Marlotte, elle a un atelier magnifique, une petite propriété pas dégueulasse, hein. Et la galerie L'Empreinte, non pas la galerie, la librairie L'Empreinte à Boron-Marlotte, avec sa libraire qui tient tout ça d'une main de fer. Non. Florence Quenu, une de la fondation du Buffet, quand même, hein, faut le faire, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Et Colette et Alain Gonzalez, des gens qui s'intéressent à l'art, qui en achètent, etc., qui en collectionnent. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Et on se quitte en vous embrassant bien bien fort sur les deux joues ou ailleurs si ça vous chante. Salut! Salut, à la semaine prochaine. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes,
etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie, ce qu'on la thune